Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Simon Duhem et ça me fera plaisir d'être votre animateur pour ce webinaire aujourd'hui. Si vous êtes comme plusieurs Canadiens, les chances sont bonnes que vous avez déjà au moins pensé à investir dans une propriété à revenu immobilier. Ça, c'est si bien sûr vous n'en avez pas déjà une, parce que saviez-vous que un tiers des maisons en Ontario et en Colombie-Britannique sont détenues par des gens qui ont déjà plus qu'une propriété? Et ce nombre-là est encore plus élevé si on parle de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, avec un 40% selon les données de Statistique Canada datant de 2020. Les propriétés à revenus en général, c'est quelque chose qui peut sembler attrayant pour quelqu'un qui souhaite générer un revenu passif sous la forme de paiement de loyer ou bien sûr, ça, c'est même pas en considération le potentiel d'un gain en capital aussi si jamais la valeur de de cette propriété-là augmente au fil du temps. Maintenant, c'est pas un secret que c'est assez dispendieux de rentrer dans ce domaine-là en premier temps. Et surtout, si on parle de récemment, ces jours-ci, les dernières quelques années, c'est assez cher d'aller dans l'immobilier. Et aussi, quand on parlait de revenus passifs, on pourrait dire aussi que, contrairement à la première impression, c'est pas toujours exactement passif parce que si on considère le fait qu'il y a quand même du travail à faire, il faut faire la maintenance de la propriété, il faut trouver les bons locataires, trouver le bon emplacement, etc. Alors, si je vous disais qu'il y aurait manière d'obtenir une exposition ou une partie de l'immobilier à un meilleur prix sans devoir se préoccuper par les maux de tête, le stress de faire ça tout seul, et ça, c'est grâce aux fiducies de placement immobilier, les FPI. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, les notions de base derrière cette classe d'actifs avec un peu d'aide de notre invité du jour. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Charles-Alexandre Trudeau, fondateur et PDG du Prosperity Club. Nous allons apprendre comment les FPI fonctionnent, quels sont les risques et les opportunités, et le rôle que ceux-ci peuvent jouer à l'intérieur d'un portefeuille d'un investisseur. Charles, un gros merci de te joindre à nous. C'est un plaisir de discuter avec toi. Et avant d'y aller dans le vif du sujet, je voulais savoir si tu pourrais nous discuter un peu plus du travail de ce que vous faites là-bas au Prosperity Club pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas ou un peu moins familiers. Absolument, Simon. Mais premièrement, merci à toi et à toute la grande famille TD pour ce partenariat-là. On est très fiers de collaborer avec vous pour la deuxième année consécutive. Alors, au Prosperity Club, eh bien, moi, comme tu l'as mentionné, je suis le fondateur. C'est un club privé pour investisseurs entrepreneurs qui existe depuis 14 ans déjà et ça se consacre vraiment pour les gens qui sont francophones partout dans le monde, pas juste au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Europe. Alors, on se spécialise dans l'éducation financière, un peu comme vous le faites. On va aussi aborder une stratégie un peu différente de ce qu'on retrouve souvent dans le marché des formations. Les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, je les salue. Merci d'être avec nous aujourd'hui et ceux qui seront en rediffusion. Mais on voit beaucoup de choses sur Internet ces temps-ci, beaucoup de gens qui proposent des formations qui souvent coûtent des milliers de dollars et qui vont approcher les gens sur la formule le secret pour gagner, des choses comme ça, les actions que vous devez acheter, ce qui est totalement erroné pour réussir à long terme. Il y a une seule chose que vous devez faire, c'est apprendre à gérer votre risque. Et c'est exactement ce que nous, on enseigne au Prosperity Club depuis des années. On a une superbe équipe. Je ne suis pas seul derrière l'organisation, bien entendu. On a des intervenants comme Richard Audet, Claude Cyr, que vous avez peut-être aussi déjà vu dans des collaborations avec TD. Et ce sont des gens qui ont travaillé à la Bourse de Montréal pendant plusieurs années. Et donc, cette plateforme-là que vous pouvez retrouver au www.theprosperityclub.ca vous permet d'accéder à une communauté de gens comme vous qui sont intéressés par l'investissement, que ce soit immobilier, bourse, crypto-monnaie. On traite beaucoup de sujets. On traite bien entendu la gestion du risque, mais aussi l'aspect fiscal qu'on va parler un petit peu aujourd'hui dans le sujet plus précis, mais qui est très important pour réussir à bâtir votre prospérité. Excellent. Eh bien, c'est ça. On avait même un webinaire qui s'en vient Mm-hmm. d'ici quelques mois avec Richard pour l'analyse technique. Donc, Absolument. ça s'en vient dans quelques mois. Mais en premier, allons-y avec le webinaire d'aujourd'hui. Alors, premièrement, je voulais te poser la question, quelles sont quelques raisons pourquoi un investisseur choisirait de peut-être investir dans le secteur immobilier en tant que catégorie d'actifs? Oui, absolument. Ben, c'est sûr que si on y va dans l'immobilier avec le sujet d'aujourd'hui, comme tu l'as mentionné en introduction, s'exposer au marché immobilier sans le tracas de gérer nous-mêmes des locataires ou gérer l'aspect humain, appelons ça comme ça, c'est quelque chose qui est possible avec le produit qu'on va parler aujourd'hui. Diversifier, bien entendu, l'exposition géographique plus facilement qu'avec l'achat directement d'immeubles par nous-mêmes. Parce qu'on sait, comme tu l'as mentionné, que ça coûte assez cher. Même si on utilise l'effet de levier, il faut quand même faire une mise de fonds. Et si on veut avoir plusieurs propriétés dans plusieurs
territoire, mais ça devient beaucoup plus complexe. S'exposer à des marchés immobiliers aussi plus difficiles ou demandant plus de capitaux, comme le commercial ou l'industriel. Diversifier son risque dans une classe d'actifs qui n'est généralement pas corrélée avec la bourse. On va pouvoir en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais je dirais que c'est les principales raisons pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser à l'immobilier, que ce soit de façon directe, c'est peut-être un peu plus complexe, mais par les REIT, excusez, parce qu'il va falloir s'habituer avec des termes anglais. Je sais qu'on est dans une présentation francophone, mais j'ai plus l'habitude de dire les REIT, donc Real Estate Investment Trust, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est l'équivalent des FPI. Oui, exactement. Il y a beaucoup de termes en anglais, fait que c'est bon d'avoir les deux. Mais maintenant, pour y aller de l'autre côté de la médaille, quels sont quelques risques concernant l'investissement en immobilier? Ben, absolument, hein. Il y a toujours l'envers une médaille. Il n'y a aucune classe d'actifs qui ne comporte aucun risque. Et si c'est le cas, ben, habituellement, ça va donner très, très peu de rendement. Donc, il y a le risque, bien entendu, comme on le vit en ce moment, des taux d'intérêt qui peuvent affecter la rentabilité d'un projet immobilier. Alors qu'on l'achète directement ou qu'on l'achète à travers un FPI, il y a toujours un risque que le projet devienne moins rentable si on était en taux variable, par exemple. Les taux d'intérêt depuis le début de l'année augmentent et augmentent continuellement. Donc, bien entendu, ça affecte les gens qui sont en variable et pour ceux qui ont des immeubles locatifs, que ce soit locatif résidentiel ou industriel ou commercial, si on est en variable, il y a un lien direct avec la rentabilité. Il y a aussi le risque de défaillance des locataires, des taux d'inoccupation qui peuvent être plus élevés dans des périodes de récession et on l'a vu principalement dans les 2 dernières années avec la COVID. On sait que le commercial a eu vraiment des années plus difficiles et c'est une des classes d'actifs dans une sous-classe d'actifs dans la classe d'actifs de l'immobilier qui a eu beaucoup de difficultés. Il y a le risque de liquidité, c'est-à-dire qu'il qui peut être plus difficile, long et coûteux de vendre un bien immobilier qu'une action en bourse, par exemple. Donc, au niveau de la classe actifs réel, tangible, qu'on achèterait un immeuble, bien sûr, ça peut être un peu plus long. On a connu dans les derniers mois un marché complètement fou, au Québec particulièrement, mais c'est sûr qu'en général, ce ne sont pas des délais normaux. On peut attendre plusieurs mois parfois pour vendre une propriété et ça peut aussi se refléter dans le FPI comme étant un risque. Exactement. Puis peut-être maintenant, c'est un bon moment de clarifier un peu qu'est-ce que c'est au juste un FPI, parce que on sait l'abréviation, c'est une fiducie de placement immobilier, excusez-moi. Oui. Et à quel point ça serait différent de détenir ça versus détenir une vraie propriété réelle dans la vraie vie, comme on dit. Oui, c'est une très bonne question, Simon. Puis effectivement, c'est là que va commencer à prendre beaucoup de sens la présentation pour ceux et celles qui nous écoutent. On entend depuis toujours aller chercher une job, bâtir votre actif, puis essayer d'acquérir de l'immobilier rapidement. Par contre, ça prend une mise de fonds qui est quand même de plus en plus importante avec le marché qu'on a connu. Donc, le FPI peut être une alternative, effectivement, à l'achat direct d'immobilier. Alors, c'est assez simple. Je vais essayer de vous vulgariser ça. Ben, c'est une société d'investissement immobilier, comme le nom le dit, mais qui est cotée en bourse et soumis à un régime fiscal particulier qui bâtit un patrimoine immobilier et le gère avec l'argent des actionnaires en échange, bien entendu, de redistribuer une grande partie de ses revenus nets des dépenses. Et on peut voir la plupart des FPI, des REIT, ils vont redistribuer environ 90% de leurs revenus après avoir payé leurs frais fixes et l'équipe de gestion qui est derrière, bien entendu. Une des différences principales, c'est que vous ne possédez pas les biens immobiliers. Alors ça, c'est bien important de faire la distinction. On ne possède pas le bien immobilier à travers un FPI, mais on possède une part de la compagnie. Tout comme les autres types d'actions, vous ne possédez pas la compagnie, vous possédez une part de celle-ci. Bien entendu, plus vous en avez, peut-être plus que vous pouvez avoir de contrôle, tout dépendant du type d'action que vous avez. Mais c'est la fiducie qui possède les biens immobiliers. Et en contrepartie, c'est plus facile, bien entendu, pour vous de liquider les parts que liquider un bien immobilier et vous avez beaucoup moins de frais. Alors, comme je parlais un petit peu précédemment, tu l'as mentionné aussi, c'est plus cher de vendre un bien immobilier. On peut avoir des délais aussi qui peuvent être plus longs, tout dépendant de la période, du contexte économique. On aura des frais de notaire, on aura peut-être des frais de courtier immobilier, etc. Alors que vendre une part d'une action, les actions que vous avez, c'est comme n'importe quelle autre action, très rapide. Vous cliquez sur un bouton dans votre plateforme, vous avez un frais de courtage qui, de nos jours, est très raisonnable, environ une dizaine de dollars. C'est très, très simple. Donc, beaucoup plus facile de liquider comme ça.
De plus, vous avez le rendement qui ressemble généralement à ce que vous feriez avec un parc que vous bâtiriez vous-même. Donc, le rendement est quand même assez similaire parce que, en fait, c'est exactement la même chose que la fiducie fait que ce que vous pourriez faire. Je dirais que, par contre, si vous êtes vraiment nouveau dans le domaine, ben, la fiducie, normalement, a des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, qui, avant d'être engagés par la fiducie, bien entendu, n'iront pas chercher des gens qui n'ont jamais fait ça. Donc, ça peut être un avantage pour vous. Et l'immobilier, ben, ça peut être très payant en physique, donc en tangible, acheter pour vous un immeuble réel dans le marché, pas juste à travers une FPI. Mais il y a une seule raison pourquoi ça pourrait être plus payant, c'est l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous achetez de l'immobilier au Canada en général, vous êtes capable de vous faire financer de 3 à 20 fois. Si vous achetez un truc personnel avec 5 de mise de fonds, ben, l'effet de levier, il est 20 fois ce que vous mettez. Donc, si vous enlevez l'effet de levier, le rendement est très similaire à une FPI. Donc, à risque égal, parce que bien entendu, si on met l'effet de levier, on ajoute le risque. Si vous enlevez l'effet de levier, l'équation de FPI peut être bonne, peut être une très bonne idée sans les tracas pour s'exposer à l'immobilier, mais vous perdez un avantage important, comme je viens de mentionner, qui est l'effet de levier, généralement utilisé dans le domaine immobilier au Canada, parce que, rappelons-le, ce n'est pas tous les pays que les gens vont investir avec beaucoup d'effets de levier dans l'immobilier. Et même quand on met 20 de cash down sur une propriété locative, vos revenus nets se calculent selon votre investissement à vous. Et c'est comme ça que l'immobilier peut devenir intéressant. Sinon, la rentabilité est très lente et surtout dans des territoires comme le Québec où l'État réglemente beaucoup le marché locatif résidentiel. C'est un des effets aussi un petit peu plus négatifs d'investir dans la région du Québec. Mais si vous êtes francophone, vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes ailleurs au Canada ou dans le monde, peut-être que vous ne connaissez pas trop ce régime-là, mais pour résumer la pensée, c'est vraiment le FPI. Vous n'avez pas d'effet levier, vous ne possédez pas l'immobilier, mais vous avez moins de risques de liquidité et vous pouvez facilement entrer et sortir dans les marchés qui vous intéressent. Ouais, c'est vrai, c'est tellement de bonne qualité. Puis aussi, un autre que je pourrais ajouter, ce serait l'élément de diversification aussi, parce que non seulement Absolument. quand on parle de l'effet de levier, c'est sur peut-être une propriété ou quelques-unes, mais quand on achète un FPI, c'est un parc industriel ou un parc de plusieurs propriétés en même temps. Donc, il y a ça aussi. Certainement. Et quand on parle d'immobilier ou d'un investissement en immobilier, il y a vraiment deux moyens de faire de l'argent. Dans la plupart des cas, c'est soit le revenu ou le gain en Mhm. capital. Alors, si on parle d'un FPI on aimerait ça que ça génère un revenu. Alors, comment ça fonctionne pour un FPI? Comment ils vont distribuer ces revenus-là envers ses actionnaires pour rentabiliser leur investissement? Eh bien, comme toutes les sociétés de gestion immobilière, le revenu provient principalement des baux de location des occupants du parc immobilier détenu par la compagnie. Il peut aussi y avoir des revenus générés par la vente de biens immobiliers, mais ceux-ci seront généralement réinvestis dans d'autres immeubles. Alors, lorsqu'ils font une vente, c'est souvent parce que, justement, on a vu dans le marché une opportunité, on pense que ça a atteint un certain niveau, que ça ne pourra pas continuer dans cette direction-là. On va pouvoir liquider, bien entendu, certains biens pour acheter d'autres secteurs immobiliers peut-être plus prometteurs. Alors ça, c'est bien entendu, il faut regarder, chaque FPI est différente. Mais une FPI va distribuer en grande partie ses revenus aux actionnaires après avoir déduit ses dépenses de gestion, de frais fixes, généralement 90%, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Ça, il faut regarder encore une fois, chacune des FPI est différente. Mais c'est une des raisons pourquoi le prix de l'actif ne monte généralement pas comme une action de croissance classique. Et ça, c'est important de le mentionner parce que justement, si on redistribue une grande partie de nos profits, alors on n'est pas du tout dans une même optique qu'une compagnie de croissance, par exemple, qu'on pouvait voir les compagnies de technologie qui prennent leur argent pour faire de la recherche et développement, etc. Donc, la FPI va vraiment prendre son argent pour développer son parc immobilier avec le cash flow, donc les intrants que les actionnaires vont apporter en achetant les actions. Mais ça va vraiment varier des actions typiques que vous êtes habitué de connaître dans le marché en général. OK, puis c'est ça, si on parle des actions typiques, moi, personnellement, je trouve on dirait qu'il existe quand même beaucoup de similarités entre des actions qui payent un dividende et un FPI. Alors, quelles sont certaines des similarités et des différences clés d'après toi qui distinguent les deux?
J'aime cette question-là parce qu'on a fait une superbe présentation avec TD justement il y a plusieurs mois. Je vous encourage à aller la réécouter. Ça parlait des dividendes aristocrates. Et alors, c'est la dernière participation que j'avais faite avec ce webinaire-là, expliquait très bien comment fonctionnent les actions en dividendes et le potentiel que vous pouvez avoir en combinant le dividende et la croissance du titre. Alors, on a vu que les dividendes croissants combinés à l'appréciation, ça peut donner des résultats impressionnants à long terme. Mais j'encourage les gens donc à réécouter ces webinaires-là si vous n'êtes pas trop familier avec les dividendes, les actions à dividendes. Par contre, pour le FPI ou le REIT, ça offre généralement un dividende qui est beaucoup plus élevé que la plupart des compagnies à dividendes classiques. Et donc, ça peut sembler attrayant pour plusieurs investisseurs, mais il faut comprendre que le prix de l'action d'un FPI n'évoluera pas à la hausse comme une compagnie traditionnelle. Donc, on achète un FPI pour le dividende en sachant que le prix de l'actif va généralement évoluer dans un corridor ou un range qu'on appelle en trading. Donc, si vous êtes familier avec l'analyse technique, ça veut dire que le prix va rester assez dans une fourchette horizontale, peut-être entre deux valeurs. Et pourquoi? Bien, comme je l'ai expliqué précédemment, bien entendu, si tous les profits sont redistribués par un gros dividende, on peut voir assez régulièrement des dividendes dans des FPI qui vont aller au-delà de 10 alors que dans des compagnies traditionnelles, les dividendes aristocrates, on va voir des dividendes qui vont jouer entre 2, 3, 3,5 C'est rare que ça va au-delà de 5 Alors, c'est sûr que si on a un dividende qui est beaucoup plus élevé, on ne peut pas s'attendre à avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Donc, on va avoir un titre qui va être plutôt horizontal. Alors, il faut vraiment faire attention si le dividende réduit ou va dans des zones qui sont peut-être des fois un petit peu exagérées. Attendez-vous pas à ce que l'action prenne beaucoup de valeur en contrepartie. Excellent. Oui, oui. En passant, le webinaire qu'on parle, vous pouvez le trouver directement sur la plateforme. On va l'attacher vers les liens importants. Comme ça, si ça vous Super. dit quelque chose, le voilà. Puis aussi, ça peut se trouver sur notre page YouTube ainsi que sur notre plateforme Courtier Web. Alors, je vous encourage de visionner celui-ci si vous êtes intéressé en dividendes. Mais revenons maintenant avec les FPI parce que j'imagine que quand on parle de FPI, ça ne sera pas toujours la même chose. Ils vont en avoir qui sont créés un peu différemment. Alors, habituellement, c'est quel type de propriétés immobilières qui sont détenues à l'intérieur d'un FPI? Tu poses une question très importante, Simon, et c'est effectivement, ça va en lien avec ton intervention tout à l'heure qui disait que parfois, c'est difficile pour un individu d'aller s'exposer à certains types d'immeubles. Eh bien, dans les FPI, on va retrouver pratiquement tous les types de propriétés. Il faut bien entendu aller voir les prospectus pour le savoir, mais vous allez pouvoir vérifier ça assez rapidement, assez facilement aussi en ligne. Mais en général, les FPI auront une préférence pour un type d'immeuble. Par exemple, ils peuvent se spécialiser dans le commercial, donc détenir des centres commerciaux, des tours à bureaux. Ça pourrait être aussi un FPI industriel, pourrait détenir des centres de distribution, par exemple des usines, etc. Et finalement, les FPI résidentiels pourraient détenir des immeubles résidentiels, mais de grande capacité. Alors, vous ne retrouverez pas dans ce genre de FPI-là des duplex, des triplex, dans le genre de portefeuille, contrairement à ce qu'un individu pourrait justement détenir dans son propre parc immobilier personnel, parce que la profitabilité, malheureusement, n'est pas intéressante pour un FPI d'acheter ce type de propriété-là. Et aussi, le risque d'inoccupation est beaucoup trop élevé. La valeur est finalement beaucoup trop faible pour justifier un intérêt de ce genre de fiducie qui va généralement gérer plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Alors, bien entendu, une propriété à 2, 3, 4, 500 000, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Et c'est d'ailleurs une des avantages qu'on peut peut-être avoir dans un FPI résidentiel par rapport à détenir nous-mêmes le résidentiel, c'est que ça va être des propriétés beaucoup plus grande capacité au niveau. Et si, bien entendu, on a par exemple un centplex et qu'il y a une personne qui ne paye pas son loyer ou qu'il y a un loyer qui n'est pas loué, bien c'est 1%. 1% de l'immeuble, ça affecte seulement la rentabilité de 1%, et c'est beaucoup plus intéressant que la rentabilité de un de vos deux duplex, ben c'est 50%. Oui, c'est ça. C'est assez une grande différence. Puis si on était un investisseur, peut-être qu'il aimerait regarder à l'intérieur de l'FPI, voir les actifs qui en font partie. Comment il pourrait faire pour comprendre les risques et les bénéfices potentiels concernant ces actifs-là à l'intérieur? Eh bien, je félicite premièrement tous les investisseurs qui vont vouloir aller creuser dans l'information, comme on mentionne. C'est tellement important. C'est important dans tous les types d'actifs, mais principalement aussi dans les FPI, parce qu'on peut retrouver beaucoup de choses sous le capot, comme j'aime dire. Et le prospectus et les états financiers sont des documents publics que vous devriez consulter avant d'investir, surtout si vous le faites par vous-même, sans conseil d'un professionnel. Et ces documents vont détailler les revenus de la FPI dans les dernières années, les acquisitions, où, quand,
quel type de bien, comme on parlait précédemment, la rémunération des dirigeants, qui est d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est très important de la comparer avec les autres ou le secteur en général. Parfois, il peut y avoir des compagnies qui donnent un peu trop d'argent à leurs dirigeants et bien entendu, on ne veut pas ça. Les dividendes moyens aussi qui ont versé et encore une fois, on va revenir sur l'importance d'aller voir la présentation, mais si vous avez un dividende qui diminue beaucoup, qui augmente beaucoup d'année en année, qui est instable, en fait, c'est généralement pas un bon signe. Donc, ça, il faut regarder ça. La vision de l'entreprise et d'autres informations essentielles comme ça pour prendre une décision éclairée. Et la pandémie, par exemple, a beaucoup changé le paysage de l'immobilier commercial, comme je parlais tout à l'heure. Donc, un FPI qui détenait principalement des centres d'achat fermés, ben, c'est certain qu'il aura été affecté négativement par cette situation. OK. Eh bien, si on y allait comme encore plus profondément, puis on se demandait la question, un titre en particulier, un FPI en particulier, quels sont certains des facteurs à considérer derrière la décision? Est-ce que c'est un titre qui est justifié pour mon portefeuille ou pas? Donc, un autre point important, c'est vraiment le point de sortie. Où est votre point de sortie? Ça reste une action, comme toutes les actions. Vous ne contrôlez pas l'avenir, vous savez, vous n'avez pas de boule de cristal, comme je disais tantôt. Vous pouvez faire une chose. Il y a une chose que vous contrôlez, c'est le risque. Et dans les actions, si vous faites de la gestion active, il faut absolument que vous mettiez votre point de sortie dès le départ. Donc, déterminer dès le départ, mettre un stop loss pour réduire l'émotion si la situation se détériore. Et on le sait, on est dans un marché très volatile en ce moment, qui dit volatile, dit émotif. Et quand on a de l'émotion qui se mélange à nos investissements, c'est là que les plus grandes fortunes se sont perdues. Donc, la devise au Prosperity Club, c'est très simple, c'est la suivante. C'est processus avant profit et risque avant rendement. Donc, je vous le répète, si vous voulez le prendre en note, processus avant profit et risque avant rendement. Et si vous n'appliquez pas ça, vous ne ferez pas d'argent à long terme, malheureusement. Peu de gens comprennent ça et c'est ce qu'on enseigne au Prosperity Club et c'est pour ça qu'on est encore là après 14 ans d'existence. Donc ça, c'est pour vraiment, je pense, les grandes lignes, des questions à se poser avant de faire un investissement comme ça dans votre portefeuille. Excellent. Eh bien, quelque chose qui m'est venu à l'esprit aussi quand tu parlais des hypothèques, parce qu'on en a parlé un petit peu, et on sait que ces jours-ci, dans l'économie actuelle, il y a beaucoup de préoccupations derrière ça, l'impact des hausses des taux d'intérêt qui semblent augmenter, 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 les taux d'inflation, un principe assez semblable. Alors, ça, évidemment, ça va venir affecter la bourse et certaines actions. Alors, historiquement, comment les FPI semblent de performer dans des situations comme ceux-là, plus économiques? C'est une bonne question, Simon. Puis je vais y répondre en deux volets. Puis encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Mais premièrement, oui, en effet, une hausse des taux peut diminuer la valeur des parts parce que bien entendu, les taux d'intérêt affectent l'économie en général. L'immobilier en fait partie. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est historiquement, on est habitué à des taux qui sont bas, ce qui faisait que l'immobilier était relativement peu corrélé avec la bourse. Les bénéfices de la fiducie peuvent aussi diminuer si elle doit renégocier des dettes hypothécaires à des taux supérieurs, comme on a mentionné tantôt. Généralement, on ne va pas voir des taux variables, on va voir plutôt des taux fixes parce que c'était très bas. Et aussi, c'est beaucoup plus facile de faire des prévisionnels dans des états financiers basés sur des taux fixes. La rentabilité est assurée durant une certaine période, mais même durant cette période-là, au Canada, généralement, on ne fait pas comme en Europe. On ne va pas faire des hypothèques de fixe 20 ans, 30 ans ou 50 ans. On va avoir des renouvellements assez court terme, 2, 3, 5 ans. Donc, même dans ces fixes-là, il va y avoir des renouvellements prochainement qui arrivent cette année, l'année prochaine, etc. Donc, ça va faire changer les bénéfices de ces sociétés-là par rapport aux investissements qu'ils ont faits, c'est certain. Le risque dépend aussi du type et de la performance des immeubles détenus par la fiducie et la compétence de ceux qui la gèrent. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez faire des recherches pour voir un peu l'historique de ces gens-là et de ces compagnies-là. Et comme les autres secteurs, le marché immobilier locatif, c'est cyclique. Donc, il y a des périodes de croissance, il y a des périodes de ralentissement. Il faut se rappeler, et il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, que les FPI sont apparus dans les années 80. Donc, c'est là mon point important que vous devez retenir aujourd'hui. À la fin d'une période d'inflation et de taux très élevés d'intérêt, donc je parle de la période des années 70 à 85, donc on n'a pas connu d'aussi profonde récession au Canada depuis cette période-là. Et beaucoup d'experts commencent à penser qu'on pourrait retourner dans un cycle similaire avec ce que nous vivons actuellement. Encore une fois, c'est une opinion,
Et moi, je préfère vraiment avoir plus les faits et les opinions m'intéressent généralement pas vraiment. Mais il faut garder à l'esprit que ça pourrait quand même changer de ce qu'on est habitué de connaître dans les 20, 30 dernières années. Et personnellement, si les taux continuent de monter et que l'inflation reste élevée, moi, je crois que l'immobilier pourrait connaître non seulement un ralentissement, mais aussi une correction importante que nous n'avons jamais connu depuis notre vie d'investisseur pour la grande majorité des gens qui nous écoutent. Alors, je resterai donc très prudent en ce qui concerne l'immobilier en Amérique du Nord, tout comme pour le marché des actions de croissance, par exemple. Donc, il n'y a pas juste l'immobilier. On l'a vu déjà depuis le début de l'année. Les actions de croissance, ça va pas très, très bien, mais on avait une grande exagération au niveau des prix, des valeurs, des ratios cours-bénéfices, etc., depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec l'immobilier? Probablement. Donc, il faut rester aussi toujours vigilant par rapport à ça. L'immobilier, tout comme l'économie en général, a profité d'une vague de croissance de plusieurs décennies, principalement due justement au fait que l'accès à l'argent était très facile et des taux historiquement bas. Et rappelons-le, il y a des gens qui n'ont jamais connu de taux en haut de 5 Pourtant, ce n'est pas la moyenne historique des taux à 2 ou 2,5 c'est beaucoup plus dans les 5, 5,5. Donc, c'est difficile de dire comment les FPI vont réagir à ça dans les prochains mois, mais clairement, il faut porter une attention au taux d'intérêt. Si vous investissez dans une business qui utilise beaucoup d'effets de levier, clairement, il va avoir un impact important au niveau des taux d'intérêt sur le modèle d'affaires, sur la rentabilité. Et c'est le même principe que des actions qui sont très endettées. Si vous regardez des actions qui sont très endettées, on appelait ça des compagnies zombies, alors qu'ils survivaient parce qu'ils étaient capables, avec leurs revenus, de payer les intérêts dans un contexte où l'intérêt était très faible. Sur une grosse dette, si l'intérêt fait juste monter légèrement, certaines compagnies ne sont même plus capables de payer les intérêts et c'est ce qu'on appelle des compagnies zombies, donc qui vont avoir, bien entendu, beaucoup de difficultés dans le contexte actuel, si on rentre en récession, etc. Alors, les FPI, même principe, c'est des business qui sont beaucoup à levier ou qui vont utiliser parfois d'autres choses, moins de levier s'ils utilisent l'argent des investisseurs, mais quand même vont être exposés à l'économie qui, elle, est affectée directement par la montée des taux d'intérêt. On l'a vu sur l'inflation générale du coût de la vie, etc. La montée des loyers, ça peut être bénéfique si on n'a pas de dette, mais ça peut être aussi un inconvénient dans certaines régions comme le Québec où on peut difficilement ajuster les loyers comme on le souhaite, surtout pour le résidentiel. Oui, exactement. Puis c'est ça. Maintenant, la seule chose vraiment qu'on n'a pas parlé, Charles, parce on a vu vraiment beaucoup d'informations ici sur les FPI, je te remercie. Mais il y avait un dernier truc qui concerne les investisseurs avant vraiment d'y lancer, et c'est l'aspect fiscal derrière tout ça. Parce qu'on sait que les FPI, eux, Oui. ils vont payer une distribution à leurs actionnaires. Alors, comment ces distributions-là seront taxées et qu'est-ce que les investisseurs peuvent faire pour limiter l'impact fiscal derrière ces investissements-là? Ben, comme je disais d'entrée de jeu, l'aspect fiscal, c'est quelque chose que vous devez clairement penser et aborder avant de faire des investissements, essayer de faire vos calculs pour prendre des investissements qui sont plus avantageux pour vous. Alors, moi, je ne suis pas un expert comptable et je vous encourage, bien entendu, à aller, chaque personne, consulter un spécialiste pour vous guider dans cette question-là, parce que chaque situation est différente selon votre revenu. Et c'est là la subtilité dans la fiscalité canadienne, c'est qu'il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de guide où on peut dire, ça, c'est une phrase magique qui s'applique à tout le monde. Ça dépend de votre situation. La province où vous habitez, étant donné qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être un peu partout au Canada, alors c'est différent d'une province à l'autre. Par contre, vous devez comprendre que chaque province a son propre traitement fiscal des dividendes et le taux d'imposition des dividendes au Canada versé par une société canadienne est généralement un élément qui profite à l'investisseur canadien moyen puisque le partage du fardeau fiscal se fait avec l'entreprise. Alors, vous bénéficiez de la performance, bien entendu, financière de l'entreprise grâce à de l'argent que vous avez investi. Vous conservez l'action et son potentiel de croissance et son rendement futur et vous payez moins d'impôts sur le revenu de dividendes. C'est par contre un processus complexe je ne rentrerai pas dans les détails comme je vous ai mentionné, mais un truc simple, c'est que si vous détenez vos titres dans un CELI ou un REER, comme à l'habitude, vous ne paierez pas d'impôt sur vos gains en capital ou vos dividendes à la fin de l'année. Si vous êtes dans un compte non enregistré, consultez un professionnel, un fiscaliste, votre équipe comptable, qui va peut-être pouvoir vous dire dans votre situation la meilleure façon de faire. Et bien entendu, la fiscalité, ça peut devenir un élément
très important sur votre rendement final à la fin de l'année. Donc, tout dépendant où vous êtes situé, quelle est votre situation financière, dans quel type de compte vous investissez et donc dans quel type de compte vous recevez ce dividende-là. C'est tous des facteurs qui vont influencer est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que c'est pas bon pour vous, mais je vous dirais que généralement, le dividende canadien a un traitement fiscal plus intéressant. Et pensez-y, si vous avez une entreprise, par exemple, la raison est très simple. L'entreprise a déjà payé une partie de taxes sur ses revenus et par la suite, quand elle vous donne un dividende, vous payez un peu moins pour faire en sorte que les deux impositions combinées soient l'équivalent de ce que la compagnie aurait elle-même payé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le cas des FPI, il y a des petites subtilités, par contre, qui s'ajoutent aux dividendes que vous versez sur votre propre entreprise, si vous en avez une incorporée. Mais oui, en fait, il y a un avantage fiscal en général à utiliser ce type de placement-là. Eh bien, parfait. Alors, nous allons maintenant devoir terminer notre conversation. Malheureusement, j'avais tellement d'autres questions, mais peut-être à la prochaine fois, Charles, on va en avoir d'autres. Mais c'est sûr Absolument. que nous, on s'en va nulle part. On va rester maintenant pour quelques questions du public lors d'une séance questions-réponses. Mais merci énormément, Charles, d'avoir pris le temps de nous avoir montré un peu comment ça fonctionne, un FPI, ainsi que certaines des considérations clés à rechercher davantage. Comme je viens de dire, on s'en va nulle part. On a quelques questions pour la session questions-réponses. Alors, on s'en occupe tout de suite. Et avant tout, je voulais juste rapidement montrer à notre public comment démontrer comment rechercher ces compagnies-là, les FPI, à travers courtier web? Parce que c'est sûr qu'on a parlé un peu du produit, mais il y a des centaines de choix. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver ces compagnies-là? Comme nous avons discuté dans ce webinaire, il existe tellement de FPI à travers les marchés boursiers, mais comment faire pour les trouver? Alors, ce qu'on allait faire, on allait sur courtier web et cliquer sur Recherche et l'outil de sélection. En anglais, c'est ce qu'on appelle un screener's tool. Ça nous permet d'entrer certains critères qui nous intéressent pour notre prochain investissement et ça va faire un filtre ou un scan de la bourse au complet pour nous montrer seulement les résultats qui correspondent à ceux-ci. Voilà à quoi ressemble cet outil de triage. On va cliquer sur Filtrage et spécifier au système qu'on cherche un titre canadien. Ensuite, on va cliquer plus de critères pour entrer au système que nous cherchons un type d'action, mais pas une action ordinaire, plutôt une unité de fiducie qui correspond bien sûr à un FPI. En plus de ça, on va pouvoir spécifier quelle industrie ou secteur qui nous importe. Alors, la première des choses, je vais juste effacer tout ce qui était déjà sélectionné et on va entrer seulement immobilier. Comme vous voyez, nous avons 38 résultats qui correspondent à ce critère-là et on va pouvoir voir chacun des titres avec certains des données fondamentaux. Bien sûr, à partir d'ici, on va pouvoir faire plus de recherches approfondies à chacun de ceux-là, mais voilà comment faire pour accéder aux FPI disponibles. OK, en espérant que cette démonstration-là aide notre public à commencer leur recherche sur les FPI, mais maintenant, sans plus tarder, comme promis, on s'en va à la session questions-réponses. Alors, à tout de suite tout le monde.